Un lien de causalité, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle aussi la question à 3 picots. Il y en a dans presque tous les gros examens d'histoire et ils comptent pour relativement beaucoup de points, donc il faut bien apprendre à les maîtriser. Premièrement, la question apparaît comme ceci. On te pose la question qui t'indique généralement les liens à faire dans ta réponse et on te donne 3 points, 3 concepts que tu devras aborder pendant que tu réponds. Par exemple, dans ce cas-ci, la question est la suivante. À partir des documents 2, 3 et 6, expliquez comment l'expansion des États-Unis vers 1870 est, en partie, responsable du traumatisme générationnel que subissent, encore aujourd'hui, les peuples autochtones au Canada. Ensuite, elle nous donne les sujets à préciser. Répondez à la question en précisant les éléments ci-dessous et en les liant entre eux. Expansion des États-Unis, traité numéroté, pensionnat autochtone. La première étape, c'est d'analyser les documents. J'ai déjà expliqué comment faire dans la vidéo sur la question longue, donc si tu ne l'as pas encore regardé, je te conseille de le faire, le lien est dans la description. Dans une question lien de causalité, les documents sont vraiment là à titre informatif, contrairement à une question longue où tu dois vraiment les utiliser dans ta réponse. Maintenant que tu as fini d'analyser les documents, la deuxième et dernière étape est la rédaction de la réponse. Le but d'un lien de causalité, c'est de faire des liens, comme c'est dit dans le nom. Ces liens, il faut les créer principalement à l'aide de marqueurs de relation. Du coup, si dans ta réponse, tu n'as aucun lien ni marqueur de relation, le correcteur il aura tendance à t'enlever tous tes points, ce que tu veux pas. Pour s'assurer d'avoir tes marqueurs de relation et donc pour maximiser tes chances d'avoir tous tes points, il y a une technique super efficace qui marche à tous les coups, la technique puisque, alors, donc. En gros, ces 3 mots vont servir de lien entre tes 3 éléments de réponse. Essayons-les dans l'exemple. Premièrement, il faut commencer par puisque. Maintenant, il faut trouver en quoi l'expansion des États-Unis a mené au traité numéroté. Tout à l'heure, en annotant les documents, je suis tombé sur un document qui disait que le dominion du Canada craignait une invasion des États-Unis dans l'ouest du pays. En effet, suite à la guerre de sécession, beaucoup d'Américains pensent que toute l'Amérique du Nord devrait leur appartenir et pensent que leur pays devrait annexer le Canada. Alors, le Dominion décide d'acheter les terres menacées en 1870, soit la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest, toutes deux déjà habitées par des nations autochtones. Comme le gouvernement veut vraiment tout contrôler sur ces territoires, de 1871 à 1921, il signe avec les nations autochtones y vivant ce qu'on appelle 11 traités numérotés. En gros, ce sont des traités dans lesquels le gouvernement canadien obtient des terres en échange de compensations financières et de certains droits qui deviennent exclusifs aux autochtones, comme par exemple des droits de chasse et pêche ou des terres qui leur sont maintenant exclusives, ce qu'on appelle des réserves. Dans ces réserves, les nations gèrent leur propre administration et le gouvernement canadien n'y intervient pas. Ils ont donc leur propre police, ils n'ont pas de taxes fédérales ou provinciales, ils ont leur propre système scolaire, etc. Je me trouve d'ailleurs actuellement dans une réserve et comme vous pouvez le voir, il y a des commerces traditionnels qu'on ne trouverait pas ailleurs. Bref, parenthèse fermée. Un but non dit de la création de ces réserves était aussi le désir d'assimiler l'identité autochtone de la part du gouvernement canadien. On finit donc avec donc. Une manière justement d'assimiler une culture est de l'interdire, ce que le Canada a malheureusement fait en mettant en place des pensionnats autochtones. En effet, les enfants étaient séparés de leur famille et dès leur plus jeune âge apportés dans ces pensionnats où ils n'avaient ni le droit de parler leur langue, de pratiquer leur religion, de voir leur famille et où ils étaient obligés d'agir comme des bons petits chrétiens. Du coup, on leur coupait les cheveux, on leur imposait de parler français ou anglais selon l'emplacement géographique du pensionnat, on les forçait à se convertir au christianisme, bref, le gouvernement canadien tentait de les convertir à la culture euro-canadienne par le biais de l'Église. Maintenant que j'ai expliqué le lien entre chaque élément demandé dans la question, il est temps de condenser toute cette information en une seule réponse, voilà le résultat. Puisque, suite à la guerre de sécession, les Américains se penchent sur la question « devrait-il s'étendre sur l'ouest du Canada ?» Le gouvernement canadien s'inquiète de cette menace d'annexion venant de la porte d'à côté. Alors, il décide lui-même d'assurer sa présence vers l'ouest en achetant les territoires présents dans cette région et en envoyant, à l'aide de 11 accords nommés traités numérotés, les autochtones y vivant dans ce qu'on appelle aujourd'hui des réserves autochtones. Un but deuxième de ces espaces réservés est aussi d'assimiler la culture de ce peuple.
Donc, le gouvernement en profite avec l'Église chrétienne pour créer des pensionnats où sont envoyés des enfants autochtones dans le seul but de les endoctriner et de les convertir à la culture européenne. Cet événement aura de lourdes répercussions sur les générations futures à cause du traitement horrible que subissaient les enfants autochtones dans ces pensionnats. Voilà, la partie question lien causalité est terminée, mais avant de finir la vidéo, laissez-moi vous donner un petit peu plus d'idées de comment ces pensionnats ont justement affecté les peuples touchés. Premièrement, ce sont plus de 150 000 enfants inuits, métis et des Premières Nations qui ont été envoyés dans ces véritables prisons entre le début et la fin de cette institution, soit entre 1831 et 1996, et on compte parmi ces enfants au moins 6 000 d'entre eux qui seraient morts sur place. Je dis au moins car encore aujourd'hui, on tombe sur des vestiges de cimetières d'enfants autochtones complètement innocents. Mais pourquoi est-ce qu'on trouve des cimetières? Eh bien tout simplement car les conditions étaient extrêmement rudes pour les jeunes autochtones. En effet, en subissant des abus physiques, psychologiques, sexuels, verbaux et encore plus de manière quotidienne, plusieurs d'entre eux ont décidé de s'enlever la vie plutôt que de continuer à vivre ce calvaire. D'autres ont naturellement succombé de leurs blessures physiques parfois très graves causées par les soi-disant enseignants. Toutes ces violences ont évidemment affecté les générations suivantes, c'est ce qu'on appelle le traumatisme intergénérationnel. J'ai voulu en savoir plus sur la situation et donc je suis allé à la réserve Kitigan-Zibi pour poser des questions aux habitants et savoir comment est-ce qu'ils vivent justement ce traumatisme. À maintes reprises, ma demande d'interview fut refusée soit parce que la personne ne se sentait pas à l'aise devant la caméra, ou bien parce que c'était un sujet trop délicat, ce qui est totalement compréhensible. Par contre, j'ai quand même réussi à poser quelques questions à une personne qui avait justement vécu cette vie de pensionnat autochtone et que je trouvais quand même important de vous le partager. It's hurting to see all this, not the children not coming home to their loved ones. So it's painful, it's sad too. Yeah. But we get support from our home, like we gathered, talk about it. Some guys talk about it. Some get a lot of support from the government. There's a fund that they give to have gatherings. That's where I work. Comme cette dame généreuse de son temps et dont j'ai même oublié de prendre le nom m'a expliqué, tous les jours, les communautés autochtones souffrent encore des injustices, des pertes et des disparitions de personnes de leur nation. Malheureusement, comme vous pouvez le remarquer sur ce panneau vidéo à l'entrée de la réserve, certaines jeunes filles ont été déclarées disparues depuis 2014, voire 2008, et les recherches n'ont abouti à rien. De plus, d'autres drames prouvent qu'encore aujourd'hui, les peuples autochtones sont touchés par la discrimination raciale partout dans le Canada. Alors, la solution, c'est quoi? Eh bien, je vous les laisse vous expliquer. C'est d'être curieux. S'éduquer. Apprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien qui va pouvoir changer si les gens ne savent pas ce qu'on demande, s'ils ne savent même pas nos enjeux. Mon désir le plus profond, c'est vraiment que les gens puissent voir notre culture, nos langues comme une richesse, un patrimoine. Merci beaucoup. Plaisir. Ce que vous venez de voir, c'est un extrait du documentaire de RAD sur la situation des Premières Nations. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, on en apprend beaucoup avec. Pour les curieux, le documentaire et d'autres sources vidéo se trouveront dans la description.